plaisir de vous recevoir dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les titres. Les acteurs de la filière riz en conclave à Ségou ont formulé plusieurs recommandations pour améliorer la productivité de la filière afin qu'elle soit un véritable outil du développement socio-économique du Mali. Vous en saurez plus dans cette édition. En plus du nombre pléthorique dans les salles de classe, les élèves du groupe scolaire de Missabougou sont exposés à une insalubrité. La rue passant devant l'entrée principale de l'école est le passage des eaux usées du quartier, rendant l'accès difficile pour les élèves et les expose à des maladies. Les détails dans un instant. Après 4 absences consécutives, le Mali atteint les quarts de finale de la CAN. Cette qualification arrachée face aux étalons du Burkina Faso redonne confiance au poulain de Éric Sekouchel. Voilà pour le sommaire. Le mouvement Asso Katiko a organisé ce mercredi 31 janvier 2024 une conférence de presse au conseil de cercle de la ville garnison de Kati. L'objectif est de réaffirmer son soutien aux autorités de la transition et saluer la décision de la dissolution du conseil communal de Kati. Compte rendu, Lassine Diakité. La journée du 14 janvier a été instituée journée nationale de la souveraineté retrouvée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en souvenir à la grande mobilisation nationale du 14 janvier 2022 pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le mouvement Asso Katiko, selon le conférencier, se retrouve dans les idéaux qui ont prévalu à cette décision. Nous avons suivi les différentes sorties, les différentes interventions du président de la transition Assimi Goïta et nous avons trouvé important le message qu'il a lancé à l'occasion de la journée de la souveraineté portant sur la bonne gouvernance, portant sur la souveraineté et portant sur l'exemplarité que nous devons adopter en tant que responsables dans ce pays-là. Et puisque cela s'inscrit dans notre lutte, qui est une lutte pour le pays, une lutte pour la patrie, une lutte pour la commune, une lutte pour le bon citoyen, nous avons estimé qu'il est important de parler de ce thème-là, de l'élargir et de faire en sorte que les gens le comprennent pour l'adopter et se conduire en conséquence face au bien public, face à la communauté et face aux responsabilités que les communautés confient à nous et aux responsables de ce pays. Tout en félicitant les autorités de la transition pour la dissolution du conseil communal de Kati, les membres du mouvement Asso Katiko ont formulé plusieurs recommandations pour une meilleure gouvernance de la commune urbaine de Kati. Les éléments qui vont constituer la délégation spéciale soient des hommes intègres et qui répondent à la description du président, comme on dit chez nous, des gens d'Ambébé Mamounouna. Si les responsables de ce pays-là écoutent bien, entendent bien, appliquent bien les déclarations, l'intervention du président Assimi Goïta le 14, la journée de la souveraineté retrouvée, nous pourrons avoir des hommes intègres à Kati pour faire en sorte que cette commune-là puisse se retrouver. Le mouvement Asso Katiko s'engage à travailler auprès de la délégation spéciale et à les soutenir pour le développement de la commune urbaine de Kati. La Maison de la Presse a servi de cadre au 14e congrès statutaire du Conseil du syndicat national des postes et télécommunications, une assise au cours de laquelle les congressistes ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour un monde de travail plus juste et procéder au renouvellement de leur bureau. Le point avec Aminata Bachokone Mantala Ouattara. Le Sinapostel a un nouveau bureau. Il a été élu en faveur du 14e congrès ordinaire du syndicat. L'émotion était palpable lors de la passation de flambeau marquant le départ de la secrétaire générale sortante après de nombreuses années de dévouement aux causes du Sinapostel. En remettant mes responsabilités, je tiens à encourager tout le monde à continuer de s'investir et de défendre nos valeurs. Le combat pour les droits des travailleurs ne s'arrête jamais et il est important que notre syndicat reste fort et uni pour faire face aux défis à venir. Le nouveau secrétaire général, Daouda Traoré, et les 43 membres de son bureau promettent de relever les défis et de continuer à lutter pour les droits des travailleurs. En débutant comme simple militant, en passant par le poste de secrétaire général adjoint et aujourd'hui au poste de secrétaire général,
j'en suis persuadé que je serai capable de conduire notre navire Sinapostel à bon port avec votre accompagnement sans faille. Le représentant du ministre de la Communication, tout en saluant les efforts du bureau sortant, a félicité le nouveau bureau pour la confiance placée en lui. En ces jours emblématiques, nous accueillons avec joie le nouveau bureau qui a été élu. Je le félicite. Je les félicite surtout pour cette marque de confiance de la part de vos collègues respectifs. Nous sommes confiants que votre engagement, votre intégrité et votre vision guideront votre organisation vers de nouveaux sommets. Au cours de ce 14e congrès statutaire du Sinapostel, en signe de reconnaissance, 2 trophées ont été décernés à un retraité membre du Sinapostel et au secrétaire général de l'INTM. Après 3 jours d'échanges sur le thème « Enjeux de la filière riz » dans le contexte de la refondation du Mali, les rideaux sont tombés sur les journées nationales de riz. Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations pour faire de la filière riz un véritable secteur de développement socio-économique du Mali. Le point avec Mohamed Lamine Sourouba. Il s'agissait à travers ces journées d'échanger sur les opportunités et les difficultés qui entravent la filière riz au Mali, mais aussi de faire de ces journées un véritable cadre de promotion de la filière riz au Mali. Au Niger, nous avons organisé récemment nos journées, c'était la 13e édition, c'était du 4 au 5. Le produit qui nous réunit aujourd'hui ici, qui est le riz, et tout le monde sait que c'est un produit hautement stratégique aujourd'hui pour nos États. De par sa garantie pour la sécurité alimentaire de nos populations et aussi pour la création d'emplois et l'augmentation de nos revenus. Pour y parvenir, les participants ont formulé plusieurs recommandations. On souhaiterait que la qualité des engrais soit plus relevée. C'est un problème. Nous, on ne connaît pas. On nous donne de l'engrais, on met dans le champ. Mais est-ce que c'est du bon engrais? La question est là. La politique agricole de l'UEMOA, c'est surtout pour valoriser les produits. Et les recherches surtout à valoriser pour éviter la faim dans nos pays. Mais qu'est-ce que nous devons faire nous aussi? J'interpelle ici les producteurs, que tous les producteurs qui sont là, et les commerçants, et les transformateurs, et les transporteurs, que tout le monde s'active, et les offices également, qu'on ne s'arrête pas uniquement à la production du riz, ou bien à la commercialisation du riz, qu'on essaie d'associer d'autres spéculations. Comme les précédentes, cette 6e édition du Journée nationale du riz qui s'est tenue à Ségou est une initiative de l'interprofession de la filière riz au Mali, en partenariat avec le gouvernement du Mali, et pour la première fois, l'événement est délocalisé dans une capitale régionale. Depuis la fin des travaux de l'axe routier qui relie le 3e pont au viaduc de Yirimajio, les eaux sales ont dévié leur passage naturel et se dirigent dans les rues qui passent devant l'entrée principale du groupe scolaire de Missabougou. Une situation difficile pour les élèves et les enseignants, mais aussi pour les riverains et les usagers de cette rue. Cela n'a évidemment pas échappé à la vigilance de la rédaction de Renouveau Télé qui a consacré un dossier que nous vous proposons de suivre à présent. Une réalisation de Fatmata Labastouré et de Lassine Diakité. Ici, c'est l'entrée principale du groupe scolaire de Missabougou, abritant plusieurs centaines d'élèves. Et la situation est déplorable. C'est un groupe scolaire constitué de 3 seconds cycles et 2 premiers cycles. Le problème d'assainissement ici pose d'énormes problèmes. On est même confronté à ce problème d'eau usée. On a déjà signalé en vain. Bon, vraiment, c'est décevant. Situé dans l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale malienne, sa déventure est devenue une fosse à ciel ouvert à la suite des travaux de construction de la route reliant le viaduc de Yirimajio au 3e pont de Bamako. Une situation intenable, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves, en particulier les tout petits qui ont du mal à traverser cette puanteur.
Certains élèves vont jusqu'à raser le mur pour accéder à la cour de l'école. La seule action menée jusque-là est celle du groupe Renouveau qui a fait poser des briques pour faciliter le passage vers l'école. Mais hélas, un camion en passant a cassé les briques et depuis, la situation reste telle qu'elle. À travers le CGS, nous avons informé la chefferie, la mairie, comme quoi l'eau qui coule devant la porte est un danger. Non seulement pour les enfants, aussi bien que pour les enseignants. Donc la mairie étant le garant de tout ça, on n'a pas vu quelque chose de satisfaisant. À travers tout ce qu'on a eu à faire avec le CIS, les interventions, les envoyés, les jeunes qui étaient chauds pour ça, tous ont fini par lâcher parce qu'ils ont été découragés. Sinon, la radio Renouveau, on peut dire qu'elle a fait de son mieux. Mais si elle était accompagnée par d'autres gens, ça allait être mieux que ça. Pourtant, selon les responsables de l'école, la situation n'a pas toujours été ainsi. L'ancien passage de l'eau, là, ça s'est bloqué. Donc finalement, l'eau se retrouve devant l'école. Sinon, en 2013, quand je venais ici, cette eau-là ne passait pas. Ils ont passé pour nous dire effectivement que c'est dû à ces travaux-là. En plus de rendre difficile l'accès à l'école, l'état de cette rue est source de maladies pour les riverains. Dao Nisso Diallo Diara, directrice de Missabougou 3, ne dit pas le contraire. J'ai été victime de cette eau cette année à travers les moustiques parce que j'ai été atteinte en fin octobre par la dengue. Donc j'ai fait plus de 10 jours, je ne pouvais pas travailler à cause de cette eau. Oui, parce que nos directions, les salles de classe sont toutes remplies de moustiques. Nous avons également rapproché les riverains. Je défrise ici, ça vaut 10 ans. Les travaux de la voie m'ont trouvé ici. En partant, ils ont laissé derrière eux un problème. Ils ont relié les passages d'eau en un seul passage qu'ils ont ensuite conduit vers la rue qui passe devant l'école. Depuis 16 heures, les moustiques commencent et ça passait directement devant mon salon de défrisage. Alors moi aussi, je me suis déplacé sur cet autre côté. Ça m'a fait perdre beaucoup de clients. Cette situation nous a causé beaucoup de peine. Les élèves, surtout ceux de la première année, tombent tout le temps dans cette eau sale. Et nous-mêmes qui sommes assises à proximité en sommes victimes. À cause des moustiques, je suis obligée de porter des chaussettes pour me protéger. Et les salles de classe en sont pleines. Et cela m'inquiète beaucoup, surtout pour les élèves. S'ils ne nous viennent pas en aide, la maladie est dans cette école. En voulant sauter par-dessus cette eau, leur nourriture tombe dedans. Cette situation nous incommode énormément. Ne serait-ce que pour les enfants qui tombent dedans avec leur nourriture, les moustiques et la mauvaise odeur que cela dégage, nous serons extrêmement contents de trouver quelqu'un qui puisse nous sortir de cette situation. À travers nos investigations, nous avons appris que beaucoup de démarches ont été menées, aussi bien du côté des autorités communales que coutumières, mais en vain. Et nous avons approché le maire de la commune 6 à l'époque, on a écrit au maire de la commune 6 et lui a envoyé le projet. Et malheureusement, on n'a pas eu le financement nécessaire par rapport à ça. Ensuite, nous avons envoyé le projet au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a envoyé ça à la PONAV. Donc là aussi, le déchet est là-bas. Ensuite, on a démarché la mairie du district par rapport à la situation. Là aussi, on n'a pas eu gain de cause. Ensuite, nous avons approché tout récemment le ministère de l'Entrepreneuriat national. Nous avons envoyé une lettre là-bas. Et je suis, à travers la pêche, a répondu pour dire effectivement, ça fait partie des compétences du ministère et de la pêche. Mais là, malheureusement, à cause des contraintes budgétaires, la pêche n'est pas à mesure vraiment de nous satisfaire, de réaliser ce projet-là. On a envoyé une lettre à Céline Antoumi, Togo Industrie. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. On avait envoyé aussi une autre correspondance à Ambicor, à Batulignam, et ils n'ont même pas pris la lettre. Ils disent que ça n'est pas de leur compétence. Une telle situation interpelle non seulement les autorités du pays, mais aussi les personnes de bonne volonté pour mettre fin au calvaire des élèves, mais aussi des autres usagers de cette rue.
Actualité dans un autre registre, le lancement officiel de la 20e édition de Ségou Art Festival sur le Niger a eu lieu ce mercredi 31 janvier 2024. Ce rendez-vous annuel de la promotion culturelle de la promotion culturelle malienne est un véritable cadre d'échange, de partage et de divertissement, mais aussi de développement socio-économique de la région du Ségou. Le festival se tient du 30 au 5 février 2024. Suivant. La Fondation Festival sur le Niger vient encore une fois confirmer ses actions entreprises afin de faire de Ségou une vitrine artistique et culturelle au Mali et en Afrique. D'où toute notre fierté d'abriter et notre engagement d'accompagner Ségou Art Festival sur le Niger qui s'est donné les moyens de devenir une véritable industrie culturelle au Mali et en Afrique, promotrice du développement durable. Au nom du conseil communal de Ségou, de l'ensemble des populations, je remercie tous les festivaliers et exposants pour leur présence à Ségou pour célébrer avec nous la diversité de l'artisanat et des produits agroalimentaires du Mali et d'ailleurs dans la paix, la communion et le vivre ensemble à travers une offre culturelle riche et variée. Au-delà de son caractère... Bienvenue à cette cérémonie d'ouverture officielle de la 20e édition de la foire de Ségou Art Festival sur le Niger qui se tient du 29 janvier au 5 février 2024 à Ségou, la cité historique de Balanzan, capitale du célèbre royaume Bambara de Ségou. En effet, cette 20e édition de Ségou Art Festival sur le Niger se tient dans un format complet avec des activités riches et diversifiées autour du thème jeunesse et tradition. Un thème d'actualité qui vise à contribuer au développement socio-économique et culturel du Mali et de l'Afrique par le biais de l'éducation des jeunes à la citoyenneté, l'éducation civique, morale et culturelle, tout en favorisant le changement de comportement à travers notre riche patrimoine culturel. À l'entame de mes propos, permettez-moi de vous adresser les salutations chaleureuses ainsi que les vives félicitations de M. le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoli Guindo, empêché pour des raisons d'incommodité de calendrier. Son empêchement me vaut l'honneur de présider la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de la foire artisanale et agricole de Ségou, qui s'inscrit en bonne place dans l'agenda commercial du Mali et s'impose au fil des années comme l'un des rendez-vous incontournables de l'économie locale. Rappelons que le 10 festival se tient du 30 janvier au 5 février 2024 à Ségou. Direction Côte d'Ivoire, Cannes 2023. Le cygne indien est finalement vaincu. Après 4 absences consécutives, le Mali atteint les quarts de finale de la Cannes. Une qualification arrachée à l'issue d'un match dominé et maîtrisé face aux étalons du Burkina Faso. Le récit de nos envoyés spéciaux avec Maliki Diallo, Ibrahim Dao et Modou Faye. Dès le coup d'envoi, les protégés d'Éric Sékouchel mettent la pression sur l'adversaire qui craque à la 3e minute de jeu. Le défenseur des étalons, Emon Tabsouba, marque contre son camp. Les traites continuent avec une toile d'araignée tissée au milieu de terrain. Les Aigles imposent leur jeu et multiplient les occasions de but tout au long de la première mi-temps. Mais ils ne parviendront pas à faire le break. 1-0 à la pause. Les joueurs du Burkina semblent être dépassés par le système de jeu mis en place par Éric Sékouchel. On n'était pas là dans les duels, mais ils ont joué avec un système 4-4-2 avec un losange au milieu. Donc nous avons eu... c'était un peu difficile pour nous pour les presser. Et le deuxième mi-temps, on a changé un peu. Et là, ça allait un peu mieux, mais ouais, on a perdu. Donc, ouais. À la reprise, le Mali accentue la pression et à la 47e minute, l'attaquant des Aigles, Lassine Sinayoko, bien servi par son capitaine Amari Traoré, alourdit l'addition en marquant entre les jambes du gardien des étalons. Le sélectionneur du Burkina Faso procède à 2 changements.
Le jeu s'équilibre quelque peu et les Burkinabés, habitués de jouer les quarts de finale et déterminés à poursuivre l'aventure, réduisent le score à la 57e minute de jeu par Bertrand Traoré sur un penalty concédé par une faute de main du défenseur central malien Boubacar Kiki Kouyaté. Malgré la pression du dernier quart d'heure, le score n'évoluera pas. Le Mali se qualifie, une qualification bien méritée selon les supporters des deux pays. Non, victoire là c'est magnifique. C'est samedi là. On vient boire coupe là, on va aller prendre Bimpe. C'est pour nous, on va faire au Mali. C'est le Mali qui gagne. Et pour moi, c'est un match que le Mali mérite mieux. Hein. Parce que le Burkina Faso qui monte avec un système, on ne sait pas comment jouer pour gagner un match. Et je pense que le Mali mérite largement sa victoire. Et le Burkina Faso, un match qui s'est joué à 90 minutes sans occasion créée. Et le Mali marque 2 buts sans concéder même un corner. Ça prouve que l'équipe qui a gagné avait plus d'envie. Déjà, les Aigles du Mali sont tournés sur leur futur match des quarts de finale contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Après avoir frôlé l'élimination en phase de poule, les éléphants semblent revenir avec force dans la compétition en battant le Sénégal tenant du titre. Mais la belle prestation des éléphants face aux lions de la Teranga n'effraie pas les Aigles du Mali qui veulent ramener le trophée au pays. Nous, franchement, ça nous est égal. Hein. Comme je dis, on a un objectif, c'est d'aller soulever cette coupe. On va tout faire pour y arriver, que ce soit la Côte d'Ivoire ou une autre équipe. On n'a peur de personne. On vient avec nos qualités, nos atouts, notre ferveur malienne. Comme je dis, on le fait pour les peuples maliens. Donc on est les FAMA sur le terrain, à nous de faire le taf. Peu importe quelle équipe se présente à nous. L'objectif, ça reste le même, aller jusqu'au bout. Peur de qui? Si on avait peur, on allait rester au Mali. Nous, on est là pour gagner tous les matchs, que ce soit n'importe quelle équipe en face. Nous, on veut le trophée. Donc il y a quelque chose à perdre. Si on perd contre la Côte d'Ivoire, on ne va pas gagner le trophée. On va rentrer à la maison sans rien. L'objectif, ce n'est pas ça. On est venu pour gagner quelque chose. Le choc Mali-Côte d'Ivoire, c'est ce samedi à Bouaké. On espère une fois de plus briser cet autre signe indien des perdus face aux voisins ivoiriens. Et oui, nous espérons bonne chance donc aux Aigles pour leur prochain match. Restons toujours dans la mouvance de la victoire des Aigles. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné par d'autres membres du gouvernement, a suivi la belle victoire des Aigles du Mali au village Khan d'Orange Mali, au quartier Mali, en commune 5 du district de Bamako. Tout en saluant la victoire, les ministres ont invité les Aigles à plus d'engagement pour remporter la coupe. Compte rendu, Bakari M. Sidoué, Mantala Ouattara. À Bamako, l'ambiance était au rendez-vous tout au long de cette rencontre des huitièmes de finale opposant le Mali au Burkina Faso. En sa qualité de sponsor officiel de football malien, Orange Mali a offert au public malien à travers ses villages Khan un cadre idéal pour mieux vivre ces matchs de qualification des Aigles du Mali pour les quarts de finale. La CAN est la plus grande fête du football sur le continent africain. C'est normal qu'en tant que sponsor officiel de la FEMAFOOT d'être présent aux côtés des populations pour leur donner la possibilité et leur offrir donc cette belle fête sur grand écran. On a plusieurs grands écrans ici à Bamako, on en a deux. Un au quartier du fleuve ici, quartier Mali, l'autre sur le terrain à côté du Babema. Nous en avons un autre à Kati et puis nous en avons un dans chaque capitale régionale. Nous sommes le sponsor officiel des Aigles, donc nous les soutenons dans toutes leurs entreprises, dans tous leurs matchs. Donc c'est une grande fierté. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et d'autres membres du gouvernement ont suivi le match au village Khan de Orange Mali, installé au quartier Mali en commune 5. Satisfait de la prestation des Aigles, il les invite à maintenir cette dynamique jusqu'à la victoire finale à remporter la coupe. Je suis très satisfait aujourd'hui de la prestation de nos Aigles qui sont en train de faire un très bon jeu. Et nous souhaitons bonne chance aux meilleurs et que la meilleure équipe gagne. Et vraiment vivement que l'équipe qui va gagner aujourd'hui ce match nous ramène la coupe aussi. Et nous avons lancé un premier avis la dernière fois et c'est toujours le même avis. C'est une fête, il faut s'amuser, supporter l'équipe,
être heureux, être ensemble, garder l'union, mais vraiment dans la discipline et le respect des autres. Et ça, c'est important. Donc c'est un appel vraiment à tous les supporters de dire que nous continuons à supporter notre équipe, mais vraiment dans le respect des autres. A noter qu'après cette belle victoire, les Aigles du Mali défieront les éléphants de la Côte d'Ivoire le samedi prochain à Bouaké au compte des quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 5 équipes sur 8 pour les qualifiées pour les quarts de finale de la CAN 2023 sont de l'Afrique de l'Ouest. Une suprématie de notre région qui donne l'espoir d'un nouveau sacre d'une nation ouest-africaine. Jelika Guindo. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 ont pris fin ce mardi 30 janvier et marqué par l'élimination du champion en titre, le Sénégal. Toutefois, les équipes de l'Afrique de l'Ouest ont reçu à placer 5 en quart de finale qui commence ce vendredi 2 février à 17h avec le Nigeria, tombeur du Cameroun 2-0, qui ouvrira le bal au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, face à la séduisante équipe de l'Angola, vainqueur 3-0 devant Namibie. À 20h GMT, la Guinée, qui a éliminé la Guinée équatoriale, affronte la RD Congo, tombeuse de l'Égypte au tir au but. Le samedi 3 février 2024, l'énorme choc, le derby entre la Côte d'Ivoire et le Mali à 17h GMT au stade de la Paix de Bouaké. Pour un rappel, la Côte d'Ivoire s'est imposée au tir au but 5-4 devant le champion, le Sénégal, après un score d'un but partout. Quant aux Aigles du Mali, ils ont battu les étalons du Burkina 2-1. La dernière rencontre des quarts de finale se jouera à 20h GMT entre la surprenante équipe du Cap-Vert qui a battu la Mauritanie 1-0 et l'Afrique du Sud, surprenante tombeuse du Maroc, demi-finaliste lors du dernier mondial. Celui qui n'a pas encore traversé la rivière ne doit pas se moquer de celui qui est noyé. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. Demain, au rendez-vous, vous serez en compagnie de Marietou Makalou. Bonsoir.